Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo d'explication sur les blocages de compte et les déblocages. Dans cette vidéo, nous avons repris les 6 questions que nous posent le plus souvent les entrepreneurs lorsqu'on les a en conseil privé. Cette vidéo est très complète et donc un peu longue, donc nous avons mis une timeline en dessous et vous pouvez accéder, si vous avez envie, directement à la question qui vous intéresse. Et je vous dis à tout de suite dans cette vidéo avec les réponses de notre expert à vos questions. Bonjour Jean-Marc, je viens de me faire bloquer mon compte par un processeur de paiement pour 90 jours. J'ai plusieurs milliers d'euros dessus et j'ai entendu dire que vous pouviez m'aider. Mais d'abord, est-ce qu'ils ont le droit de bloquer mon argent? Oui, bonjour. Ouais, effectivement, c'est une bonne question. Quand on est web entrepreneur, qu'on travaille, qu'on encaisse de l'argent, du chiffre d'affaires, qui est la valeur de la société, et que pour des raisons qu'on ne comprend pas, on se fait bloquer ses comptes par son processeur de paiement. On reçoit un mail qui annonce le blocage du compte sur 90 jours. On ne sait pas trop ce que ça va devenir. Effectivement, c'est une bonne question, là, c'est cette question donc de dire mais est-ce qu'ils ont le droit de me bloquer? Est-ce qu'ils ont le droit de, quelque part, m'empêcher de travailler? Eh bien la réponse, effectivement, la réponse c'est oui, ils ont le droit. Il faut savoir qu'un processeur de paiement, comme une banque, sont des établissements qui reçoivent l'argent de vos clients, qui gèrent des flux, qui gèrent de l'argent, et à ces titres-là, ils ont des obligations légales de contrôler les comptes. Par exemple, s'ils découvrent que, il y a des ventes de produits ou de services illégales, ils ont l'obligation de réagir. Je prends l'exemple, par exemple, un site de pédophilie, un site qui propose des ventes d'armes, des PDF pour construire des bombes, etc. Donc ils ont une obligation là-dessus. Deuxièmement, ils ont une obligation de contrôle des risques opérationnels. Risque opérationnel, c'est de contrôler qu'il n'y ait pas dans les opérations avec leurs clients de la fraude, de l'escroquerie, du blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de violation d'embargo. Et il faut bien comprendre que les procédures de paiement, comme les banques qui gèrent l'argent de leurs clients, si elles ne font pas ces contrôles, si elles ne contrôlent pas les opérations, les flux, les virements, les soldes de compte, etc., la provenance, la destination des fonds, si elles ne contrôlent pas cela, et que il s'avère que un service de police, un service de la police des transactions financières finit par trouver qu'un client fait une de ces opérations illégales et que le processeur de paiement ou que la banque n'a pas réagi, n'a rien dit, a laissé faire, alors la banque ou le processeur de paiement se retrouve juridiquement co-responsable des opérations. Et on a vu dans de nombreux cas des banques se faire taxer, avoir des amendes de plusieurs centaines de millions de dollars parce qu'elles avaient laissé faire des clients sur des opérations illégales et qu'elles ne les avaient pas surveillés, ne les avaient pas repérés. Donc oui, elles ont l'obligation, des obligations de contrôle qui peuvent aboutir à des blocages dès qu'elles ont le moindre doute sur une opération. À ces obligations légales de contrôle, on a vu sur les opérations illégales, sur le risque opérationnel, eh bien, les procédures de paiement ajoutent un risque de trésorerie, un risque économique sur le suivi des taux de litige, estimant que si un site, si un web entrepreneur a des taux de litige qui sont trop importants, ça peut être parce que ses produits sont pas corrects, parce qu'il n'y a pas de bon service après-vente, parce que c'est pas un site sérieux. Et puis il y a un problème de trésorerie, un risque de trésorerie, que si les taux de litige sont très importants, l'entreprise, si elle a utilisé les fonds encaissés et que les taux de litige arrivent en masse, l'entreprise peut se retrouver avec un compte débiteur chez le processeur de paiement. C'est-à-dire qu'elle se retrouve à ne pas pouvoir honorer le remboursement des litiges. Donc les processeurs de paiement, dans leur ensemble, ont mis des normes que l'on peut considérer comme vraiment, comment dire, très dures, puisque Stripe, par exemple, est très clair dans ses conditions générales de vente. Ils peuvent bloquer et fermer votre compte si vous dépassez 1% de taux de litige. 1%, c'est quand même pas beaucoup, mais c'est la norme qui a été acceptée par tous les processeurs de paiement. Donc ça, c'est le troisième élément qui permet et qui autorise un processeur de paiement à bloquer vos comptes et à fermer vos comptes.
Si je prends l'exemple de Stripe et que je prends leurs conditions générales de vente que vous avez peut-être signées si vous êtes chez Stripe, vous l'avez signé au départ, je vous donne quelques exemples de leurs conditions générales de vente. Article A7, vous acceptez que Stripe vous dénonce aux autorités s'ils estiment que vous avez fait quelque chose de pas bien. Article A10, vous avez accepté qu'ils ferment votre compte pour toute raison de risque et ils n'ont pas de raison à vous donner, ils n'ont pas d'explication à vous donner. Article C6, ils peuvent fermer un compte. Vous avez accepté qu'on ferme votre compte si le taux de litige est supérieur à 1%. Article C7, ils peuvent retarder un virement vers la banque s'ils le veulent. Article E9, ils se dégagent de toute responsabilité sur ce que vous faites. Article E11, ils vous interdisent de vous regrouper à plusieurs pour les mettre en justice. Et article C8, par exemple, s'ils bloquent vos comptes, eh bien les sommes qui sont mises en réserve sont juridiquement devenues leur propriété. Donc vous voyez par exemple que là, dans le cas des conditions générales de vente de Stripe, qui sont extrêmement dures, elles leur permettent de faire absolument tout ce qu'ils veulent avec vos comptes sur la base de leurs obligations légales de contrôle des comptes. Donc voilà, donc la réponse à cette question, c'est malheureusement oui. Les processeurs de paiement, les banques ont le droit, sont tout à fait dans leur droit de bloquer des sommes, de bloquer des comptes, de fermer des comptes, principalement pour un suivi de risques opérationnels, de risques juridiques, d'opérations illégales. Et malheureusement, cette possibilité qu'ils s'offrent est également étendue au suivi des taux de litige. C'est là que c'est peut-être quand même le plus contestable dans les cas que l'on voit passer chez Stratège, où on voit des clients se faire bloquer des 60, des 80 000 euros pour 5 litiges de 500 euros. Donc là, il y a véritablement une espèce de ce qu'on pourrait qualifier d'abus de droit, mais ils en ont le droit. Vous les avez signés quand vous avez signé les conditions générales de vente qui les autorisent à le faire. Donc c'est très compliqué de lutter contre. Donc ils ont le droit de bloquer, de fermer des comptes, de bloquer des sommes. Et après, ben, c'est au cas par cas de voir comment ça fonctionne. Oui, mais moi je fais du e-commerce ou alors je vends des PDF. Je ne fais ni blanchiment ni financement du terrorisme. Mais par contre, j'ai un peu de litige. Est-ce qu'ils peuvent me bloquer rien que pour ça? Oui, alors cette question donc permet de rebondir hein, sur questions et réponses qu'on a faites sur tout à l'heure hein, sur la question numéro un sur un processeur de paiement a-t-il le droit de bloquer? On a commencé un petit peu à expliquer leurs obligations légales et donc cette question est-ce que bah, ils peuvent bloquer pour un taux de litige et s'ils le font pourquoi? Donc si on reprend l'explication pourquoi un processeur de paiement s'offre-t-il le droit, dans ces conditions générales de vente, de vous bloquer pour un taux de litige qui serait à 1,5%? Ben, pour deux raisons. Le problème, c'est un problème de réputation, et le deuxième, c'est une raison de trésorerie. La réputation, c'est que si ils estiment que si un client, un web entrepreneur sur un site a un taux de litige qui augmente de manière anormale, d'après eux, d'après leurs normes, encore une fois aux environs de 1%, c'est que le site est peut-être pas sérieux, que les produits ne sont pas bons, que le SAV est mauvais, voire qu'il n'existe pas, qu'il n'y a pas de hotline, qu'il n'y a pas de suivi client. En cas de doute, ils vont aller voir votre site, ils vont aller lire vos conditions générales de vente, voir si vous avez bien des mentions légales, des politiques de confidentialité. Ils vont tout éplucher dans un KYC au moment d'un blocage. Et donc la première des raisons pour lesquelles ils peuvent bloquer un compte en cas de taux de litige important, c'est la suspicion, soit une suspicion de fraude, parce qu'il y a le site n'est pas sérieux et les gens estiment se faire avoir, donc il y a beaucoup de contestations, donc ça peut être un soupçon de fraude, soupçon de malfaçon, soupçon de site pas sérieux, et donc les processeurs de paiement ne veulent pas accumuler dans leur poste client, parce que vous êtes client du processeur de paiement, vous êtes dans leur poste client, ils veulent des postes clients de qualité, qui valorisent leur propre entreprise, et éventuellement, si demain Stripe se vend, et qu'il a un poste client qui est de très grande qualité, avec des clients qui ont des sites magnifiques et qui n'ont pas de taux de litige, Stripe se vendra beaucoup mieux. Donc,
La première des raisons, c'est la surveillance d'une suspicion de fraude ou suspicion de site non sérieux, de manière à conserver un poste client chez le processeur de paiement qui est de qualité et qui donne donc une bonne réputation au processeur de paiement. Par exemple, et on le voit bien, dans les conditions générales de vente de Stripe, Stripe interdit le dropshipping. Pas de dropshipping chez Stripe. Si vous rentrez chez Stripe et vous commencez à faire du dropshipping et qu'ils s'en rendent compte, vous serez immédiatement banni. Ça, c'est clair et net. Pourquoi? Justement parce que, malheureusement, ce segment de marché a été abîmé en réputation par beaucoup de gens qui sont rentrés dans le dropshipping un peu rapidement et qui n'étaient pas sérieux, qui ne commandaient que quand ils avaient reçu les fonds, qui, même dans beaucoup de cas, qui recevaient l'argent et qui ne livraient jamais, etc. Donc, le dropshipping, il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait du n'importe quoi, qui a largement abîmé la réputation de ce segment de marché. Et donc, Stripe, par exemple, n'accepte pas un web entrepreneur qui ferait du dropshipping. Donc ça, c'est la première grande raison, une raison de réputation, de sérieux des clients des processeurs de paiement. La deuxième, c'est une précaution que les processeurs de paiement prennent sur la trésorerie. Si un site qui est client chez eux reçoit de l'argent des clients, le transmet dans sa banque finale, utilise les fonds pour la pub, les affiliés, etc. Et puis qu'ils ont tout utilisé et qu'à ce moment-là arrive un flot important de litiges, c'est qu'un client peut faire des litiges sur au moins 6 mois, donc il peut y avoir des vieux litiges qui arrivent en masse, et que les comptes Stripe ne sont plus suffisamment alimentés pour répondre aux litiges, eh bien, l'entreprise du commerce en ligne peut se retrouver avec un compte débiteur chez le processeur de paiement, c'est-à-dire un compte qui n'a pas suffisamment d'argent pour assumer les rétrofacturations. Et donc, dans ces cas-là, ce serait presque à Stripe de rembourser à votre place. Donc, Stripe ne veut pas prendre de risque. Quand ils bloquent un compte, par exemple, sur 90 jours, ils mettent l'argent en réserve. Pourquoi mettent-ils l'argent en réserve? Ils mettent justement l'argent en réserve pendant 90 jours pour rembourser pendant 90 jours tous les litiges qui pourraient arriver. C'est pour ça qu'ils mettent l'argent en réserve. Et comme ils ne veulent prendre aucun risque, si vous avez en moyenne, je dis n'importe quoi, si vous avez en moyenne 1000 euros de litige par mois et ils peuvent vous bloquer 80 000 euros pour couvrir éventuellement 3 ou 4 000 euros de litige sur les 90 jours. Mais ils ne prennent pas de risque et au lieu de bloquer par rapport à votre taux de litige et par rapport à vos volumes de litige en euros, ils devraient logiquement ne bloquer que les sommes qui pourraient être historiquement et statistiquement qui correspondraient à des litiges à venir. Or, ils ne se posent pas de questions, ils bloquent systématiquement 100%, ce qui s'apparente clairement à un abus de droit, mais là encore, c'est très compliqué d'actionner en justice contre un processeur de paiement. Donc voilà, donc pour cette question, oui, effectivement, un jeune web entrepreneur qui ne fait pas de financement du terrorisme, qui ne fait pas de violation d'embargo, qui ne fait pas de fraude, qui ne fait pas de blanchiment d'argent, de la mafia, de la drogue, etc., et qui se retrouve bloqué, ne comprend pas. Mais dans l'immense majorité des cas, la raison, c'est un taux de litige. Et c'est pour ça qu'il est important que vous puissiez suivre de très près vos taux de litige, que vous preniez toutes les options risques que votre processeur de paiement vous propose sur son site, tous les dashboards que vous pouvez avoir sur le suivi des risques. Et si vous avez une montée brutale du taux de litige, vous devez réagir immédiatement avec les clients, avec votre SAV, etc. Essayer de résoudre le maximum de cas, rembourser s'il faut rembourser, de manière à limiter le taux de litige, parce que si vous voyez votre taux de litige monter et que vous ne réagissez pas, ne vous inquiétez pas, votre processeur de paiement, lui, le voit, et un matin, vous apprendrez que vous êtes bloqué. J'en profite pour dire que si vous voulez limiter votre taux de litige, et si vous en avez, les résoudre au mieux, il y a une clé qui s'appelle vos conditions générales de vente. Vos conditions générales de vente doivent être de très grande qualité, notamment dans tous les articles qui relatent les litiges,
les politiques de remboursement, les arbitrages, les médiations, tout ça doit être vraiment, comment dire, fait avec beaucoup de sérieux. On voit trop de jeunes se lançant dans le commerce online, hein, le business online, et avoir des conditions générales de vente à minima, une page et demie avec un copier-coller de ce qu'ils ont trouvé sur Internet. C'est largement insuffisant. Des bonnes conditions générales de vente doivent faire au minimum 18 à 20 pages en étant extrêmement précis et très personnalisé sur l'entreprise. Donc voilà, donc réponse à cette question. Ben, même si vous ne faites pas du risque opérationnel, même si vous ne faites pas de choses illégales, bien oui, vous pouvez vous faire bloquer par un taux de litige. Donc c'est un point crucial dans votre activité que vous devez surveiller avec beaucoup, beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui se passe du côté de la banque durant tout le temps du blocage? Alors oui, que se passe-t-il pendant un blocage? Je vais être assez direct. Ce qui se passe pendant un blocage, c'est que vous êtes bloqué. Donc ça veut dire que vous recevez un mail un matin annonçant que votre compte est bloqué. Normalement, d'après les conditions générales de vente des procédures de paiement, il est écrit qu'ils doivent vous dire pour combien de temps et dans quelles conditions ils vous restituent les fonds. Malheureusement, premièrement, les conditions générales de vente des procédures de paiement ne les obligent pas à vous dire pourquoi. Alors ça peut être pour votre taux de litige, mais imaginons que ce soit pour un soupçon de fraude, ils vont pas le dire, ne serait-ce que parce que s'il y a une enquête sur votre entreprise, l'enquête est obligatoirement confidentielle. Donc déjà les procédures de paiement n'ont pas l'obligation de vous dire pourquoi ils bloquent. Par contre, normalement, ils ont l'obligation de vous prévenir qu'ils bloquent et de vous dire la durée et de vous dire dans quelles conditions ils vous rendront les fonds. Mais on a vu chez Stratège des clients qui sont venus nous voir parce qu'ils étaient bloqués et on a regardé tous les échanges qu'il y avait eu avec le processeur de paiement et on a connu des cas où des clients ont été bloqués sans même recevoir le message leur annonçant le blocage. Ils ont appris le blocage une semaine après. Donc, le compte est bloqué. Comme on l'a déjà expliqué, dans de très nombreux cas, c'est par rapport à un taux de litige important. Stripe ou un processeur de paiement ne va pas regarder quel est votre niveau de litige historique pour dire, par exemple, cette entreprise a historiquement 3-4 000 euros de litige par mois. Donc sur 90 jours, ça ferait à peu près 12 000 euros. Donc par sécurité, on va bloquer 20 000 euros. Non. Pour le service de paiement, on ne se pose pas de questions. Il bloque 100% des sommes, même si ça représente 600 ou 700% des litiges historiques et statistiques. Donc, une fois que le blocage est fait, le compte est bloqué, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus recevoir d'argent dessus. L'argent qui a été bloqué est mis en réserve. Donc juridiquement, d'après les conditions générales de vente des processeurs de paiement, cet argent mis en réserve devient la propriété du processeur de paiement, qui vous le restitue s'il veut. Et vous ne pouvez plus travailler avec ce compte. Donc si vous avez d'autres comptes, d'autres sous-comptes, d'autres processeurs de paiement, vous pouvez basculer sur d'autres. Mais si malheureusement, comme certains cas que l'on a connus, le web entrepreneur n'a qu'un seul processeur de paiement et un seul compte et qui se fait bloquer son compte, eh bien malheureusement dans des cas qu'on a vus, l'activité s'arrête, point. Et pendant 90 jours, il n'y a plus de rentrée d'argent. J'en profite pour une petite parenthèse, parce qu'on a eu le cas de quelqu'un qui s'est fait bloquer comme ça, et donc il a été ban, il a été blacklisté bien entendu, et donc pour essayer de contourner le problème, il a loué un sous-compte Stripe auprès d'un de ses copains, il a trouvé que c'était une bonne idée. Malheureusement, il s'est fait bloquer son sous-compte. Par extension, Stripe a bloqué le compte principal de son copain et tout le monde s'est retrouvé bloqué. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'ils ne se parlent plus. Donc attention, ne faites pas ce genre de choses, c'est pas forcément une bonne idée. Donc voilà, donc le compte est bloqué, vous ne pouvez plus recevoir d'argent, les opérations sont bloquées. Si vous recevez du chiffre d'affaires en priorité, enfin avec beaucoup d'abonnements, vous perdez les abonnements. C'est que même si au bout de 90 jours, on vous rend les fonds, vous avez perdu tout le billing, vous avez perdu tous les abonnements qui étaient sur ce compte-là au moment du blocage.
Et puis au bout de 90 jours, ben là, le processeur de paiement, il a plusieurs options. La première, c'est de dire, ben, il y a encore quelques litiges anciens qui arrivent, alors on va peut-être pas rendre les fonds, donc on proroge. Première solution, il va vous dire, ben, on proroge 2-3 mois de plus, de 1 mois, 2 mois, 3 mois. On a vu des blocages qui allaient jusqu'à 9 mois. Donc on proroge le blocage. Et vous avez rien à dire, rien à répondre, et ils n'ont même pas à vous dire pourquoi. Tout ça, c'est dans leur condition générale de vente que vous avez signé. Deuxième option, il ferme le compte et il renvoie l'argent vers les clients. Il restitue l'argent aux clients. Donc là, vous avez perdu votre activité pendant 3 mois et au bout de 3 mois, vous avez perdu votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous êtes asséché en trésorerie sur les sommes qui ont été bloquées. Et la troisième solution, c'est qu'ils acceptent de libérer l'argent. Alors, ils ferment le compte, mais ils vous rendent l'argent. Mais encore une fois, dans les conditions générales de vente des processus de paiement, vous avez accepté en les signant au départ qu'ils vous prennent tous frais, accessoires, pénalités, frais de contentieux, frais de suivi, et évidemment aucun ne donne de montant ni même de pourcentage de somme. Il pourrait dire ben, on vous prend forfaitairement 3% des sommes bloquées au titre du suivi de dossier. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si un web entrepreneur se retrouve bloqué de 80 000 euros, eh bien au bout de 3 mois, soit on proroge le blocage, soit on renvoie les 80 000 euros vers les clients, soit on lui dit ben, on libère le fonds, on ferme le compte, on vous rend l'argent, mais on conserve 15 000 euros de frais et vous n'avez rien à dire parce que vous l'avez accepté dans les conditions générales de vente. Donc voilà un peu comment se passe un blocage. C'est extrêmement pénalisant, c'est très dur. Et si le chef d'entreprise du commerce online n'a qu'un seul processeur de paiement et qu'il n'a un seul compte, voire une seule activité, et qu'il est bloqué, ben, pendant 90 jours, eh bien, il se retrouve pratiquement à l'arrêt. Mais encore une fois, même si dans de nombreux cas, on est à la limite de l'abus de droit, on voit les processeurs de paiement faire vraiment n'importe quoi et se couvrir en sécurité à un tel niveau qu'ils empêchent les gens de travailler. Malheureusement, tout ça est prévu dans leurs conditions générales de vente que les web entrepreneurs ont signé quand ils ont ouvert les comptes. Malheureusement, la plupart du temps, ces conditions générales de vente ne sont lues que quand il y a problème et rarement quand on signe le contrat. Donc voilà un peu comment se déroule un blocage de compte. Est-ce que vous, Jean-Marc, vous pouvez m'aider à débloquer mes comptes? Oui, donc question intéressante, effectivement. Donc Stratège a mis en place un certain nombre de produits, notamment d'accompagnement pour beaucoup de sujets relatifs aux relations entre les web entrepreneurs, leurs banques, leurs procédures de paiement. On a mis beaucoup de choses en place et notamment nous avons mis en place un produit d'accompagnement sur les blocages avec objectif bien sûr de déblocage. Alors, ce qu'on ne peut pas faire facilement, c'est, en accompagnant notre client, c'est de convaincre Stripe de débloquer de manière anticipée, même partielle, des sommes, parce que l'entreprise en a besoin pour payer les affiliés, la pub, etc. Ça ne marche pas bien, parce que Stripe ou les processeurs de paiement, dans leurs conditions générales de vente, s'octroie le droit de bloquer 100% des sommes, même pour des litiges relativement faibles à un peu plus de 1% de litiges. Donc il s'octroie le droit de bloquer, il se couvre au maximum, ils ouvrent au maximum le parapluie, d'accord. S'il y a statistiquement 5 000 euros de litige, bah, tant pis, je bloque 80 000, comme ça au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de compte débiteur, il n'y aura pas de risque en trésorerie pour le processeur de paiement. Donc ça, c'est pas très facile. Par contre, comme je l'ai expliqué dans les questions précédentes, le processeur de paiement a 3 options. Il a l'option de proroger de plusieurs mois de plus, ici vous bloque 90 jours. Il a l'option de proroger ce blocage s'il estime qu'il n'est pas encore certain que tous les litiges sont éteints, par exemple, tous les litiges anciens, qu'il y en a encore qui arrivent, et donc il proroge.
Deuxième solution, il ferme les comptes et renvoie l'argent vers les clients. Donc là, c'est une perte d'activité pendant 3 mois et au final, une perte de trésorerie et de chiffre d'affaires. Et enfin, ils peuvent accepter de rendre l'argent, mais avec une rétention de frais. Et sur ce point-là, ils ne sont pas très clairs, ils peuvent prendre absolument ce qu'ils veulent. Donc, comment peut-on accompagner un chef d'entreprise qui est bloqué? C'est très simple. Il faut quand même se rendre compte quelle est la base, quelle est la raison, quelle est la base des blocages. Soit c'est des soupçons de fraude, soit c'est des soupçons liés à un site qui n'est pas sérieux, qui a beaucoup de contestations, qui peut avoir des contestations qui arrivent et donc des sommes à rembourser. Est-ce que l'entreprise pourra pas? Donc, un procédure de paiement qui bloque, même si c'est par un bot, par un algorithme, c'est parce qu'au départ, il y a eu une inquiétude. Il y a une inquiétude de la part du processeur de paiement sur votre activité, et donc, dans le doute, il bloque. Et là, à ce moment-là, ils vont faire un KYC, ils vont aller voir vos conditions générales de vente, vos mentions légales, ils vont aller voir votre site, ils vont aller voir s'il y a une hotline, un SAV, un FAQ, enfin, ils vont tout regarder. Mais donc, à la base, c'est parce qu'il y a une inquiétude. Donc, personnellement, je suis un ancien banquier, je suis un ancien directeur des risques, donc moi, je bloquais des comptes quand j'avais une inquiétude, mais derrière l'inquiétude qui m'amenait à bloquer des comptes, je n'attendais qu'une chose de la part de l'entreprise, c'est d'être rassuré. Si le processeur de paiement ou la banque est inquiète, elle bloque les comptes, et qu'on vient la rassurer en lui expliquant « voilà ce qui se passe, voilà qui je suis, voilà mon activité, regardez mon site, regardez mes conditions générales de vente qui sont sérieuses et bien faites. Regardez que j'ai prévu la politique de litige, de médiation, d'arbitrage. Regardez que j'ai pris chez vous les options risques type radar chez Stripe, par exemple. Bref, que je mets en place un plan de remédiation pour améliorer mes relations et mes suivis clients, notamment sur la partie des contestations, des réclamations, des litiges. Bref, ce que nous pouvons faire pour un client qui est bloqué, c'est monter pour lui un dossier qui présente l'entreprise, parce que malheureusement les processeurs de paiement acceptent beaucoup de gens, mais ne les connaissent pas et ne cherchent pas à les connaître. Donc c'est présenter l'entreprise, démontrer qu'elle est sérieuse, honnête et rentable. C'est-à-dire mettre avec les mots qu'un banquier, qu'un processeur de paiement attend, puisque c'est quand même, il y a une mentalité particulière, un vocabulaire particulier que je connais parce que j'ai travaillé 35 ans dans la banque. Donc, c'est leur parler avec leurs mots pour leur démontrer que vous êtes quelqu'un de sérieux et que, eh bien, au bout des 90 jours, ils peuvent débloquer les fonds parce que vous le méritez. Donc tout le travail d'accompagnement qu'on peut faire avec un web entrepreneur qui est bloqué, c'est de travailler avec l'esprit et les mots d'un banquier qu'il comprend, qu'il attend, pour le désinquiéter, lui enlever cette notion d'inquiétude et le persuader qu'il ne prend pas de risque à vous rembourser. Et dans ces cas-là, ce qu'on constate, c'est que, ils acceptent, ils remboursent, ils ferment les comptes, peut-être bien, mais en même temps, ils prennent peu de frais. Parce que s'ils estiment que le dossier finalement n'était pas très dangereux, ils ne prennent pas en frais de sommes extraordinaires. Donc voilà en quoi Stratège, grâce à l'expérience de directeur des risques, où à une époque c'est moi qui bloquais les comptes, donc je sais parfaitement pourquoi on bloque un compte, et pourquoi on peut le débloquer, pourquoi on est inquiet, et pourquoi et sur quelle base on peut être désinquiété. Donc c'est dans cet esprit-là que Stratège peut accompagner les web entrepreneurs qui sont bloqués. On peut les aider à désinquiéter le processeur de paiement pour le convaincre de ne pas proroger le blocage, le convaincre de ne pas retourner l'argent chez les clients, le convaincre de débloquer les fonds et de ne pas prendre de frais exagérés. Voilà en quoi nous pouvons aider les web entrepreneurs qui sont bloqués. Et sinon, pour l'avenir, est-ce que ce blocage aura des conséquences? Alors la question c'est, est-ce que si je suis bloqué, est-ce que ça a des conséquences aujourd'hui? Est-ce que ça a des conséquences demain pour mon entreprise? Alors il faut savoir que dans la très grande majorité des cas,
Le blocage, sur une période par exemple de 90 jours, veut dire, dans l'immense majorité des cas, que au bout des 90 jours, même si on vous rend l'argent, c'est clôture des comptes, bannissement, et derrière, le blacklistage que vous ne connaissez pas. Ce qui veut dire que c'est ce qu'on appelle, nous, dans le métier, chez Stratège, on appelle ça le tunnel de la mort des 3 B. Vous êtes bloqué, vous êtes banni, vous êtes blacklisté. Donc que se passe-t-il si effectivement vous êtes banni? Eh bien, vous allez évidemment, pour continuer à travailler, vous avez récupéré, si tout se passe bien, notamment si vous avez pris l'accompagnement blocage, c'est Stratège, donc vous avez récupéré les fonds, ou une grande partie des fonds, et vous recommencez votre activité ou une autre activité, bref, vous recommencez à travailler normalement. Mais vous êtes blacklisté. Ce qui veut dire que vous allez chercher un autre processeur de paiement. Et les conseils que nous donnons, nous, à nos clients qui viennent nous voir pour des blocages, c'est pendant cette phase de 90 jours, nous vous inclinons à trouver rapidement un autre processeur de paiement avant d'être blacklisté. Parce qu'il faut savoir que quand une entreprise est bannie d'un processeur de paiement, ce processeur de paiement inscrit l'entreprise dans une liste qui est consultable par tous les processeurs de paiement, c'est le blacklistage. Les listes s'appellent TMF ou s'appellent Match, selon que vous soyez dans les réseaux Mastercard, Visa, etc. Il y a 2 types de listes, TMF ou Match, mais elles sont consultables par tous les processeurs de paiement. Donc c'est-à-dire que si un web entrepreneur est bloqué 90 jours et que pendant 90 jours il ne fait rien et il attend 90 jours pour récupérer les fonds et essayer de voir un autre processeur de paiement, il est sûr qu'il va tomber sur des processeurs de paiement qui tous vont savoir qu'il a été bloqué et banni. Et donc même si ces nouveaux processeurs de paiement n'ont pas l'obligation de vous refuser, c'est pas parce que vous êtes sur une liste de blacklistage qu'on va vous refuser. Ils peuvent vous accepter, il n'y a pas d'obligation, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est quand même un peu plus dur d'entrer chez un processeur de paiement qui sait que vous avez été blacklisté que si vous n'êtes pas blacklisté. Donc le premier conseil qu'on donne chez Stratège, c'est que quand on s'occupe d'un client qui est en cours de blocage, on travaille à l'accompagner pour le faire débloquer, mais comme on est quasiment certain que ses comptes vont être fermés, qu'il sera banni et qu'il sera blacklisté, on lui conseille très fortement de ne pas attendre et de chercher tout de suite un autre processeur de paiement pendant la phase de blocage, par exemple des 90 jours, pendant lesquels il n'est pas encore blacklisté. Donc, les conséquences, voilà, c'est le bannissement, le blacklistage qui peut devenir un problème parce que même si vous récupérez les fonds et que votre compte est fermé et que vous n'avez pas agi suffisamment rapidement, vous pouvez avoir du mal à vous faire accepter par un autre processeur de paiement qui vous verra sur les listes de blacklistage. Donc voilà ce qu'il faut faire. Si on est bloqué, venir nous voir pour qu'on vous aide à vous faire débloquer, mais ne pas hésiter pendant ce délai-là d'aller chercher d'autres processeurs de paiement, un autre processeur de paiement, de manière à ne pas subir de refus si vous agissez trop tard et que vous vous retrouvez sur la liste des blacklistages. Donc voilà un petit peu quelles sont les conséquences d'un blocage. Je ne parle pas évidemment des conséquences en trésorerie, en activité bloquée, là, évidemment. Un blocage, c'est une activité qui est bloquée, qui est freinée. C'est la trésorerie qui est, espérons-le, momentanément indisponible, voire parfois perdue. Mais là, je parle des conséquences, on va dire, stratégiques à moyen terme, à long terme pour l'entreprise. La première des conséquences, c'est qu'il va être banni, il va être blacklisté et qu'il risque d'avoir du mal à trouver un nouveau processeur de paiement parce que c'est un peu comme le fichier des interdits de chéquier à la Banque de France. Si vous voulez ouvrir un compte et que vous êtes interdit de chéquier, la banque qui vous reçoit va aller consulter le fichier de la Banque de France et si elle voit que vous êtes interdit de chéquier, elle n'ouvrira pas le compte. Là, c'est un petit peu le même esprit. Donc, il faut réagir rapidement, mais comme pour les dossiers de blocage de compte, Stratège est à même de vous aider, de vous accompagner pour vous aider à trouver un nouveau processeur de paiement, même si vous êtes blacklisté. Vous êtes arrivé de travailler à présenter un client qui était blacklisté pour convaincre un nouveau
processeur de paiement de l'accueillir quand même. Et ça fonctionne si on explique pourquoi il y a eu le blocage et en quoi l'entreprise reste honnête, sérieuse et prospère. Voilà un petit peu comment on peut accompagner ses clients et quelles sont les conséquences d'un blocage pour une entreprise qui sont très embêtantes, qui sont très dures, qui sont très gênantes. Et en même temps, avec nos accompagnements, on peut surmonter le blocage, on peut surmonter le blacklistage parce que on vous accompagne pour rassurer vos partenaires financiers. Comment faire pour travailler sereinement après tout ça? Alors effectivement, une fois qu'on a connu, qu'on a subi un blocage ou des blocages de compte chez des processeurs de paiement, on est quand même un petit peu inquiet, on n'est plus tellement serein, même avec un nouveau processeur de paiement. On se dit, ben, ça peut recommencer. Tous les matins, je surveille mes mails, savoir si j'ai pas un nouveau mail de blocage, etc. Donc, comment travailler sereinement, sans perdre de neurones, sans perdre d'énergie sur cette partie d'activité qui ne devrait pas normalement générer autant d'inquiétude. Ben, il faut se poser la question, notamment au niveau du choix d'un nouveau processeur de paiement. Comme je disais tout à l'heure, si vous êtes bloqué, vous avez généralement 90 jours pour trouver un nouveau processeur de paiement avant d'être blacklisté. Donc là, c'est un problème de critères, c'est un problème de choix. Est-ce que je vais choisir un nouveau processeur de paiement sur des critères habituels qui m'ont très probablement amené aux difficultés que j'ai connues? C'est-à-dire, est-ce que je choisis un nouveau processeur de paiement parce que je peux ouvrir le compte avec lui en 5 minutes, qui ne fait pas de KYC à l'entrée en relation, qu'il ne me demande pratiquement aucun document, bref, et qu'il n'est pas très cher. Donc, est-ce que je prends un nouveau processeur de paiement indépendant? Est-ce que je prends une néobanque? Est-ce que je vais chez Conto? Est-ce que je vais chez Revolut? Est-ce que je vais chez je ne sais pas moi, Molly, Stripe ou un autre, ou PayPal? Parce que chez eux, ça va vite, c'est facile, c'est rapide, il n'y a pas de souci. Ben, c'est tout le souci, justement, de constater que ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont bloqués de manière récurrente, régulière, qui s'arrachent les cheveux sur ce type de relation, c'est justement parce qu'ils ont choisi ces critères-là, les critères de rapidité, de facilité, on ne demande pas grand-chose, etc. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes bloqué parce que vous avez une augmentation rapide de chiffre d'affaires qui les inquiète, parce que vous êtes à 1,5 taux de litige, bref, à ce moment-là, ils feront le KYC, ils vont le faire. Et ils regarderont votre compte, ils regarderont votre site, vos CGV, ils regarderont tout. Mais s'ils étaient un petit peu plus sérieux en tant que partenaire financier, les KYC, ils devraient les faire au départ. Ils devraient faire la connaissance client. Ils devraient vous obliger à vous présenter, à présenter votre activité, votre site, votre dernier bilan, vos flux, bref, mais là, ils ne le font pas. Donc, quelque part, c'est le piège. Hein. Le piège, c'est de choisir un partenaire financier qui a l'air très conciliant, très facile, qui ne demande pas grand-chose au départ, mais qui ensuite, à la moindre virgule de travers, vous bloque et vous massacre et vous rappelle que vous avez signé des conditions générales de vente qui leur permettent de faire absolument tout ce qu'ils veulent. Donc la bonne question, c'est quels sont les critères que je dois prendre, que je dois déterminer pour choisir un nouveau processeur de paiement. Si ce n'est pas les critères habituels, les web entrepreneurs, dans l'immense majorité, ce sont ces critères-là qui prennent rapidité, facilité, prix. Bien, moi je pense vraiment que les bons critères, c'est plutôt la solidité. Je vais peut-être un peu étonner, mais pour moi les bons critères, c'est pas le prix, c'est pas la facilité, c'est la solidité et c'est la communication. Ce sont les deux éléments qui sont, à mon sens, les plus importants. Dans les affaires, la confiance, c'est la base. Si vous êtes bloqué chez Stripe, chez Molly, machin, c'est parce qu'ils ne vous connaissent pas, parce qu'ils ne cherchent pas à vous connaître, parce que vous ouvrez le compte en 5 minutes. S'ils ne vous connaissent pas, ils ne peuvent pas vous faire confiance. Hein. Et s'ils ne vous font pas confiance, ils vous bloquent pour la moindre virgule de travers. Si vous êtes face à un processeur de paiement, une banque traditionnelle qui fait l'effort normal, qui devrait être normal, de chercher à vous connaître,
à l'entrée en relation par un KYC, par une présentation, on regarde votre site ensemble, vous présentez votre activité, ce que vous faites, vos flux historiques, d'où vous venez, vers où vous voulez, quelles sont les diverses activités ou diversifications que vous avez. Bref, si votre processeur de paiement, votre partenaire financier fait l'effort de vous connaître, s'il vous connaît, il aura plus confiance, et s'il a plus confiance, il a moins de raisons de vous bloquer. C'est évident. Ça, c'est donc un niveau de communication. La communication est extrêmement importante. Moi, j'ai fait, à titre d'exemple, j'ai fait le tour de beaucoup de procédures de paiement en me faisant passer pour un client, pour voir un peu comment ils fonctionnaient. Il y en a beaucoup qui n'avaient même pas de hotline, qui n'ont pas de numéro de téléphone. Évidemment, quand vous les contactez, c'est des bots qui vous répondent. Vous posez 5 questions, vous avez 5 réponses à la virgule près, c'est les mêmes phrases. C'est signé avec des noms de personnes qui n'existent pas. Donc, un niveau de communication lamentable. Lamentable. Donc, comment avoir confiance dans son processeur de paiement? Comment ce processeur de paiement peut-il avoir confiance en vous si il ne vous connaît pas, il ne cherche pas à vous connaître, et que vous, de votre côté, vous n'arrivez pas à communiquer, à lui poser une question ou à avoir des réponses cohérentes. Donc, si on est face à des procédures de paiement comme ça, pour moi, il faut s'en aller. Parce que pas de confiance égale blocage. Ils ne vous connaissent pas, ils bloquent. Alors que si vous êtes avec des procédures de paiement qui cherchent à vous connaître dès le départ, à faire du KYC au départ, que vous avez un bon niveau de communication avec eux, que par exemple, si vous savez, parce que vous avez fait une super page de vente, vous êtes diversifié, vous avez un nouveau produit, ça marche bien, et vous savez que par exemple, vous allez exploser votre chiffre d'affaires le mois prochain, et que vous faites une action préventive de communication, allô, mon processeur de paiement, je sais que le mois prochain, je vais avoir une augmentation, je vais passer 10 000 à 50 000. S'il le sait, vous ne serez pas bloqué. On a plusieurs cas de jeunes qui ont eu une explosion de leur activité, ils ont automatiquement été bloqués, soupçon de fraude, soupçon de blanchiment, et l'argent a été bloqué et renvoyé vers les clients. Donc, premier grand critère qui me paraît important, la communication dans les deux sens, descendante et ascendante, entre son processeur de paiement qui est un partenaire et l'entreprise. Le deuxième grand critère, c'est la solidité. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont dirigés vers les néobanques. Néo en grec, ça veut dire nouvelle banque. C'est des banques qui ont des business models très particuliers avec peu de personnel, beaucoup d'informatique, beaucoup de robots, d'algorithmes qui sont en business model très proches des Stripe, des Molly, des PayPal, etc. Ils ont à peu près les mêmes types de fonctionnement. Donc pareil, on ouvre les comptes très rapidement, il n'y a pas de souci, on ne vous demande pas trop qui vous êtes, mais ils vous bloqueront de la même manière. Et en même temps, on parlait de communication, mais en même temps, il y a un problème de solidité. Parce que dans ces néobanques, par exemple, il y a une course à la taille critique, une course au nombre de clients, une course à la recherche de points morts, bref, une course au volume d'activité par les clients pour pouvoir couvrir les investissements très importants qui ont été faits au départ. Et on commence à voir arriver déjà, c'est un marché qui commence presque à être déjà mature en l'espace de 20 ans, on commence à voir apparaître les premiers dépôts de bilan des néobanques parce qu'elles n'ont pas atteint suffisamment vite le nombre de clients. Et donc, c'est pour ça que l'on peut constater une espèce de guerre des prix entre elles et qu'elles ouvrent leurs bras très facilement à tous les web entrepreneurs qui veulent ouvrir un compte. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, c'est du facile et en même temps, ça bloque très rapidement. Et puis, comme certaines ne sont pas en bonne forme parce qu'elles n'ont pas pu atteindre leur point mort rapidement, elles n'ont pas réussi à lever de fonds sur les marchés pour se développer et survivre, eh bien, on commence à voir apparaître les premiers dépôts de bilan de néobanques. Donc, ce qui veut dire que quand vous choisissez un processus de paiement, au-delà du critère est-ce qu'il y a une bonne communication entre nous, est-ce qu'on va bien se connaître mutuellement pour éviter de se bloquer toutes les 5 minutes, le deuxième critère, c'est est-ce que mon processeur de paiement sera encore vivant dans 5 ans? Est-ce qu'il sera encore vivant dans 2 ans? Est-ce que mon processeur de paiement, c'est une banque traditionnelle qui a 200 ans, qui est assise et qui est solide et qui a démontré sa solidité? Est-ce que c'est un processeur de paiement dont je sais qu'il sera dans le top 4, dans le top 5, dans le top 10 dans les 5 ans parce que lui, je sais qu'il va survivre? Est-ce que je prends par contre un processeur de paiement dans une néobanque, d'une petite néobanque pas trop connue,
qui va peut-être déposer le bilan dans 6 mois. Et on a vu dans la presse, vous l'avez peut-être vu, hein, des N26 ou autres néobanques qui arrêtent leur activité, se retirent du marché français, laissent 300, 400, 500 000 clients sur le carreau qui ne savent pas trop ce qui va se passer, comment ils vont récupérer leurs fonds. On a des exemples de néobanques qui ont déposé le bilan et l'argent des déposants, l'argent des épargnants a disparu. Donc attention à ça. Donc comment faire pour assurer un business fiable, un business serein, un business fluide, sans inquiétude, sans perte de neurones sur l'inquiétude d'être bloqué par exemple avec son processeur de paiement, eh bien c'est peut-être la clé du succès, c'est peut-être de changer sa manière de réfléchir, c'est changer les critères de choix pour passer des critères de c'est facile, c'est rapide et on y va, à des critères de c'est solide et j'arrive à communiquer avec. Et peut-être qu'en changeant ces critères, vous aurez demain un partenaire financier fiable avec qui vous aurez confiance, qui aura confiance en vous et qui ne vous bloquera pas toutes les 5 minutes. Et là, vous gagnerez beaucoup de temps et d'énergie par rapport à ces relations indispensables que vous avez avec ceux qui encaissent votre chiffre d'affaires.